Salut, bienvenue à la 25e partie. Après les conditions extrêmement difficiles du dernier maximum glaciaire, vers 20 000 ans, le climat s'est réchauffé progressivement jusqu'à la toute fin de la glaciation, où la température retourna brusquement aux sécheresses et au grand froid du maximum glaciaire. Ce changement soudain prit les hommes par surprise, réduisant à néant les premières tentatives de village des Natoufiens anciens. L'échec de ces premiers villages, dont la plupart ne furent que de petits hameaux, aurait tout de même permis d'enrichir la culture des nomades pendant près d'un millénaire, avec des nouvelles idées d'ex-sédentaires orientées un peu plus sur le long terme. Le début de la période géologique actuelle, l'Holocène, en passant le préfixe holos veut dire récent. Donc l'Holocène marque la fin de la dernière ère glaciaire. Nos données sur le climat sont beaucoup plus précises pour les derniers 10 000 ans de notre histoire. Et nous savons que le climat, malgré les fluctuations, redevint chaud très rapidement. Il y aura cependant deux exceptions majeures, c'est-à-dire un pic froid vers 6200 ans, puis un important réchauffement en flèche à partir du 20e siècle de notre ère. Le retrait des glaciers créa de vastes marécages en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. En plus des variations climatiques, des marécages et des autres changements dans l'environnement, la chasse contribua à exterminer la plupart des grands mammifères de cette époque. À part quelques exceptions, la plupart des grands mammifères, qui survivront jusqu'à aujourd'hui, vivront surtout en Afrique. Ayant peuplé les quatre coins de la Terre, la façon de penser de l'humanité, qui semblait quasi homogène jusqu'au dernier maximum glaciaire, se morcelle peu à peu en une multitude de communautés régionales qui innovent et se diversifient en pêchant les poissons, en chassant la faune locale et en mangeant aussi, sans doute, davantage plus de plantes que leurs ancêtres du maximum glaciaire. Ces peuplades cessent de chasser les troupeaux de grands mammifères qui n'existent visiblement plus et semblent être en rupture avec leur ancienne façon de voir le monde, car elles tournent collectivement la page sur leur longue tradition de peinture rupestre. Autrement dit, la disparition de la plupart des grands mammifères, tels les mammouths, met un terme définitif à l'ère préhistorique, devenu une relique d'un monde ancien en déclin qui ne colle plus à la réalité. La fin de l'ère glaciaire est donc une période de transition pour l'humanité, marquant le passage d'un mode de vie de chasseur-cueilleur dit archaïque à un nouveau mode de vie de chasseur-cueilleur dit évolué. Il passe donc à un mode de vie plus créatif et de plus en plus orienté vers des sociétés de production. La nouvelle abondance de ressources, à la fois animales et végétales, permet une fois de plus à quelques familles d'Asie occidentale de s'installer à certains endroits pour y vivre à longueur d'année. Encore à cette époque, le chien demeure la seule espèce domestique. Mais ces nouveaux sédentaires vont bientôt se mettre à cultiver puis domestiquer quelques plantes. Par la suite, ils domestiqueront d'autres animaux, comme des chèvres, des moutons et des porcs. Il faudra attendre quelques millénaires pour domestiquer les bœufs à leur tour. La signification des symboles préhistoriques est tombée dans l'oubli depuis très longtemps. Mais nous pouvons certainement imaginer que les hommes tentaient de comprendre ce qui leur arrivait, de prendre une part active dans le monde qui les entoure, qu'ils cherchaient des réponses à leurs questions et tentaient même, sans aucun doute, de prédire l'avenir. Le surnaturel apparaît tôt dans l'imaginaire humain, avec notamment des créatures mi-homme, mi-animales. L'être humain s'attribue-t-il déjà un rôle central parmi les astres célestes? Le Soleil, la Lune et les étoiles ne semblent-ils pas flotter au-dessus de leur tête et veiller sur eux? Vers 9000 ans, l'explosion d'une supernova, relativement proche de notre système solaire, fut visible en plein jour pendant près d'une semaine, éclairant le ciel nocturne autant qu'une pleine lune. Il serait étonnant qu'un seul être humain de cette époque ait manqué ce spectacle. Mais nous ignorons totalement l'effet que cet événement put avoir sur l'imaginaire humain. Le néolithique, ou le nouvel âge de pierre, débute officiellement vers 9600 ans, donc dès la fin de l'ère glaciaire. Quoique cette date, comme toutes les autres, soit arbitraire. Et puisque les peuples n'évoluent pas à la même vitesse partout dans le monde, le néolithique de 9600 ans ne concerne que la petite partie occidentale de l'Asie. En Europe, on parle plutôt d'un mésolithique, donc l'âge de pierre du milieu, tandis qu'en Océanie, les auteurs disent que le paléolithique, donc l'âge de pierre ancien, dure jusqu'à l'arrivée des Européens au 17e siècle de notre ère. Le néolithique est aussi synonyme de polissage des outils de pierre. C'est-à-dire qu'au lieu de casser les roches en faisant voler les éclats, on les polit pour obtenir les formes désirées. Rappelons encore une fois
que même si l'Asie de l'Ouest semble devancer les autres régions en termes d'innovation, c'est surtout parce que nous connaissons mieux cette région que les autres. Pour arriver aux racines de l'Europe industrielle, les historiens des derniers siècles se sont surtout concentrés sur les origines des grandes civilisations, donc sur l'accumulation de richesses, en accordant nécessairement plus d'importance à l'évolution menant directement aux civilisations décrites dans la Bible. Conséquemment, les fouilles se sont concentrées en Égypte et à la partie de l'Asie plus proche de l'Europe, donc au Proche-Orient. Ce qui fait que nous connaissons encore plutôt mal les progrès des autres régions. Sans vouloir diminuer l'importance des fermiers, les nomades aussi ont pu s'occuper des plantes retrouvées dans la nature. Ils ont même entretenu de petits jardins sauvages pour combler leurs besoins. Mentionnons ici que les loups, les bœufs et les chevaux, ainsi que certaines variétés de chèvres et de moutons, furent domestiqués par des nomades. Malheureusement pour les nomades, les sédentaires de toute région ont laissé abondamment plus de traces qu'eux, sans oublier que les traces des sédentaires sont plus localisées et plus faciles à trouver. Toute région confondue, nous connaissons très mal l'histoire des nomades comparée à celle des sédentaires. À l'aube du Néolithique, l'espérance de vie d'un chasseur-cueilleur est d'environ 30 à 40 ans, à cause d'un taux de mortalité infantile très élevé qui fait baisser la moyenne. Une fois l'âge adulte atteint, chacun d'eux est un chasseur-cueilleur averti, et les chances de vivre jusqu'à l'âge vénérable de 70 ans augmentent. Les hommes de l'âge de pierre ancien mouraient rarement de faim ou de malnutrition, puisqu'ils connaissaient d'innombrables sources de nourriture variées un peu partout sur leur territoire. Donc, comparés aux fermiers du Néolithique, les chasseurs-cueilleurs sont plus grands, en meilleure santé, et sont moins exposés aux épidémies de maladies, notamment les maladies transmises des animaux à l'homme, comme par exemple la variole, la rougeole et la tuberculose. Sans vouloir vendre la mèche des prochains épisodes, l'alimentation des premiers agriculteurs ne sera pas très balancée. Manger du riz matin, midi, soir, à longueur d'année, même si l'on se considère chanceux de manger, n'est pas très bon pour la santé. En adoptant une source unique de nourriture, soit-elle riz, blé, patates ou même de la viande, cette nourriture manquera de telle ou telle vitamine ou de tels minéraux essentiels pour un être humain. Mentionnons toutefois que pour toutes leurs vertus de bonne santé, les chasseurs-cueilleurs tuaient leurs bébés déformés ou handicapés et abandonnaient régulièrement des membres trop faibles ou incapables de marcher longtemps afin d'assurer la survie du groupe. Les premiers fermiers souffrent donc souvent d'hypoplasie, c'est-à-dire un arrêt du développement du corps lié à la malnutrition. Donc ces fermiers ne sont pas nécessairement les mieux portants de leur époque. Et ils ne sont certainement pas les seuls à innover. Nous nous intéressons à leur histoire en particulier parce qu'ils ont eu la chance de vivre sur les terres d'un vaste croissant fertile, c'est-à-dire où des fleuves importants fertilisent annuellement les terres lors des crues printanières. C'est ici que semble se développer l'agriculture, premier fondement de la production de masse de nourriture. Comme mentionné précédemment, nous ignorons tout de leur structure sociale et de leur structure familiale. Mais tout porte à croire que la proximité des sexes et la régularité alimentaire auraient entraîné une explosion démographique des fermiers. Donc, bien plus que le succès de leur mode de vie en tant que tel, les nomades se sont fait déclasser par un nombre perpétuellement croissant de fermiers. Alors, passons plus spécifiquement en Asie de l'Ouest. Après le retour des conditions extrêmes à la toute fin de l'ère glaciaire, la température se réchauffe ensuite subitement de 7 degrés en 10 ans. En l'espace d'une seule génération, la grande sécheresse du Trias récent est remplacée par des conditions plus humides qu'aujourd'hui, offrant aux peuplades l'occasion de tenter l'expérience des villages à nouveau. Mais n'allons pas croire que les populations n'attendaient que cela pour redevenir sédentaires. Pour cette génération vivant dans le croissant fertile, le souvenir des premiers villages ne devait plus faire partie que des légendes d'un passé lointain nébuleux. En revanche, ces hommes ont beaucoup appris sur les plantes depuis l'époque de leurs ancêtres. Ici, le nom donné à cette période du Néolithique est le Néolithique pré-céramique A, qui décrit les cultures d'avant les poteries. Mais attention, il ne s'agit pas d'un mode de vie homogène. En anglais, c'est le Pre-Pottery Neolithic A, d'où l'abréviation courante PPNA. Cette époque sera suivie du pré-céramique B,
donc le PPNB, que nous verrons à la fin de cet épisode, et qui englobera les cultures menant vers les premières poteries. Les hommes de la région fabriquent désormais des haches de pierre polie et des petits microlithes très raffinés. Les microlithes sont des outils de pierre beaucoup plus petits que ceux de l'âge de pierre ancien. En plus des microlithes, ils inventent des outils en forme de croissant de lune, nommés lunates, qui deviennent à la mode pendant un certain temps avant de disparaître subitement. Et bien sûr, les pointes de flèche Elkiam, faciles à reconnaître par leur forme triangulaire à 2 coches. Les habitations de ces nouveaux villages, faites de branches et de broussailles, sont mieux construites que celles des tout premiers villages. En peu de temps, ils se mettent à solidifier les murs à l'aide de roches et de briques en terre crue. Ces briques, composées d'un mélange d'argile et de paille séchée au soleil, sont ensuite liées entre elles avec du mortier, afin de former des habitations circulaires de 5 mètres de diamètre. Le sol de la demeure est généralement creusé avec un foyer à l'intérieur. Malheureusement pour nous, nous n'avons aucune trace de leurs expériences individuelles ou de leur processus décisionnel poussant telle ou telle personne à tenter telle ou telle nouvelle astuce. Mais nous pouvons imaginer que leurs décisions concernent surtout le court terme, c'est-à-dire dans le but direct de nourrir leur famille et leurs proches, et non dans le but de domestiquer une plante ou d'inventer l'agriculture. L'agriculture ne s'est pas développée à partir d'un seul village. C'est tout le corridor levantin, de Damas à la vallée du Jourdain, jusqu'à la vallée de l'Euphrate, et peut-être même jusqu'en Turquie, que le blé et l'orge se seraient fait domestiquer. Quelques auteurs placent aussi la vallée du Nil comme berceau de l'agriculture, sauf que les crues du Nil auraient détruit et emporté toutes les traces avec le courant depuis bien longtemps. Attention, et n'oublions surtout pas que les premières traces de culture de céréales sauvages remontent au cours de l'ère glaciaire, et que tous les peuples de la Terre ont des connaissances approfondies des plantes de leur région. Si nous devons placer une date où les populations se mettent sérieusement à semer des graines, il faudrait placer cette date autour de 10 000 ans. Donc, lors du retour momentané des conditions extrêmes du maximum glaciaire, avant la fin de l'ère glaciaire. La glaciation se termine officiellement vers 9600 ans, et dès 9000 ans, l'agriculture sera pratiquement répandue dans tout le croissant fertile. Autrement dit, partout où l'on peut cultiver sans avoir à fertiliser le sol. Et la fin officielle de l'ère glaciaire ne coïncide qu'avec une des étapes de la domestication des plantes. La relation entre les humains et les espèces domestiques est souvent qualifiée de symbiose, parce qu'elle assure la nourriture des uns en assurant la continuité génétique des autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de poulets, de vaches, de moutons, de cochons, de blé et de riz aux 4 coins de la Terre que de toute autre espèce locale, toute région de la Terre confondue. Dans la nature, le succès des espèces se limite presque toujours à quelques milliers d'individus sur une région localisée. Alors que la symbiose avec les humains permet une plus grande densité et permet éventuellement d'atteindre des niveaux d'organisation de plus en plus complexes de l'énergie. Nourrir des milliers d'habitants avec de la nourriture riche en énergie permet à des milliers d'humains de construire des structures qui les aident à produire plus de nourriture. Dans l'ensemble, les villages du Pré-Céramique A sont plus gros que ceux des Natoufiens anciens, 2 millénaires plus tôt. Quelques tentatives d'urbanisme apparaissent déjà, avec des maisons munies de petites cours intérieures ou avec certains groupes de maisons isolés. Les villageois replantent des graines de plantes sauvages de façon systématique et très rapidement, les populations de leur village atteignent des densités records. La pratique d'enterrer les morts individuellement à l'intérieur des maisons, soit dans le sol ou dans les murs, remonte aux Natoufiens anciens. Mais cette fois-ci, nous retrouvons peu d'artefacts ou d'ornements dans les tombes. Ils semblent aussi poursuivre la vieille coutume de leurs ancêtres Natoufiens récents, qui consiste à déterrer le crâne du défunt quelques années plus tard pour l'enterrer à nouveau ailleurs. À plusieurs endroits, ils vont jusqu'à redonner une nouvelle vie au défunt avant de l'enterrer une seconde fois. Ils enduisent alors le crâne de plâtre pour former une sorte de masque, auquel ils appliquent de petits coquillages pour faire des yeux. Notons ici que les nomades aussi pratiquent des variantes de culte des ancêtres. Et soulignons au passage que malgré un taux de mortalité infantile très élevé tout au long du Néolithique, les enfants consistent l'exception aux pratiques funéraires, c'est-à-dire qu'ils ne sont à peu près jamais déterrés. En plus des crânes humains, nous retrouvons aussi des cornes de taureaux enterrés dans leur demeure.
Chaque communauté pratique une forme ou autre d'agriculture organisée. Et l'on peut se demander à quel moment émerge le sentiment de propriété, ou à quel moment surgit le besoin de contrôler la redistribution des ressources. Dans l'ensemble, ces communautés du néolithique seraient encore basées sur des modèles de société de partage et de coopération, puisqu'elles sont encore proches de leur héritage nomade. Mais en vérité, cette époque lointaine nous a laissé très peu d'indices sur les réels changements idéologiques à la base de la vie sédentaire. Nous pouvons néanmoins déjà voir des changements, tels la fabrication de nombreuses petites figurines féminines, que certains auteurs qualifient de déesses-mères, mais dont la signification réelle nous échappe totalement. Le commerce semble florissant, en particulier le commerce des roches obsidiennes provenant du sud de la Turquie, comme à Halan-Şemit-Tepesi. Nous avons retrouvé des obsidiennes jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de leur source. Donc, dès cette époque, l'emplacement géographique de certains hameaux en font des centres d'échanges commerciaux incontournables, comme Jéricho, qui devient rapidement un des premiers gros villages du néolithique. Le site de Jéricho, situé stratégiquement sur un chemin qui mène de la mer au désert, a d'abord attiré les Natoufiens de l'ère glaciaire, avant d'être abandonné lors de la grande sécheresse du Drias. Puis, dès 9600 ans, des chasseurs-cueilleurs s'y installent de façon permanente. Le site comprend rapidement une cinquantaine de maisons, pour environ 500 habitants vivant sur plus de 4 hectares. Puis, un siècle plus tard, le nombre d'habitations passe à plus de 70 maisons et la population franchit le seuil des 1000 habitants. Les premières constructions sont des huttes rondes en broussailles, avec un sol de boue séché ou plâtré. Ils ont un foyer domestique à l'intérieur et un second foyer à l'extérieur. Progressivement, ils se mettent à utiliser des briques de terre cuite. Ils recyclent rarement leurs vieilles maisons. Lorsqu'elles tombent en désuétude, ils aplatissent les ruines et reconstruisent simplement par-dessus. Les habitants de Jéricho participent sans doute à la domestication du blé et de l'orge, en chassant le gibier de la région, comme des gazelles, des ibex, des cerfs, des porcs sauvages, des renards et des oiseaux de proie aux plumes prestigieuses. Ils fabriquent une grande variété de microlithes, mais aussi des pointes de flèche Elkiam, des haches, des marteaux et même les fameuses lunates en forme de croissant de lune. Jéricho a longtemps tenu le titre du « premier village de tous les temps ». Nous savons maintenant que d'autres villages furent tentés avant la fin de l'ère glaciaire, car plus d'un siècle de fouilles archéologiques nous auront permis de trouver de nombreux autres exemples de villages datant de la même période que Jéricho. Malgré tout, encore aujourd'hui, c'est le village le plus célèbre du néolithique, entre autres à cause de son muret et de sa tour de 9 mètres de diamètre et de 8 mètres de haut. La construction de la tour, à elle seule, aurait nécessité l'effort de 100 hommes pendant 100 jours. À quoi servait-elle? Était-ce un mécanisme de défense? Si oui, que défendait-il? Et contre qui? Peut-être était-ce pour se protéger contre les crues de la rivière? Pourquoi le muret fut-il alors laissé à l'abandon? Grâce à quelques traces de grains dans la tour, nous croyons qu'elle aurait pu servir à entreposer du grain, du moins pendant quelque temps. Mais si c'est le cas, qui en était le propriétaire? À cette époque, nous ne connaissons aucune autre tour nulle part ailleurs, et son utilité nous échappe encore. De toute évidence, il s'agit d'un travail de grande envergure pour une si petite communauté. C'est d'ailleurs le plus ancien effort collectif connu d'une telle ampleur. Comme presque partout en Asie occidentale, au cours du Pré-céramique A, les habitants de Jéricho développent une sorte de culte des ancêtres en enterrant leurs morts à l'intérieur de leur maison. Nous avons aussi retrouvé des individus enterrés sous le sol de la tour, ainsi que 5 crânes d'enfants près d'un autel. N'oublions pas que les enfants sont rarement déterrés. À quelques dizaines de kilomètres de Jéricho, donc à moins d'un jour de marche, nous retrouvons de nombreux autres villages, comme par exemple Netiv Hagdud, Gilgal et Zad, où ils construisent aussi des maisons en briques crues et dont certaines ont des planchers de bois qui reposent sur des séries de petits piliers internes plantés dans le sol de la maison. Nous avons vu que le village de Abu Huraira, avec ses toits supportés par des piliers, n'était qu'un petit village semi-souterrain autour de 10 500 ans. Une poignée de familles y exploitait les produits de la forêt, donc les pistaches, les noix, la volaille, l'engrain, le seigle et quelques autres plantes, et ils y chassaient les troupeaux de gazelles passant sur leur territoire. Le village atteint près de 400 habitants lorsque sévit le climat très aride de la grande sécheresse du Drias récent.
Les habitants durent alors se rabattre sur leurs champs de céréales sauvages en délaissant les noix et les pistaches, rendus beaucoup trop loin pour la cueillette, et finirent peut-être même par manquer de bois à proximité. Donc, le bois est utile pour le chauffage, la construction et la cuisson. Peu après, le village fut abandonné. Dès le retour des conditions favorables, autour de 9600 ans, le site est habité à nouveau. Mais leurs maisons au toit plat sont désormais faites de briques crues et forment de petites cours intérieures. Ils chassent les gazelles et cultivent les plantes sauvages, donc l'engrain, les lentilles, le seigle et peut-être plus. S'élevant peu à peu sur le monticule de débris des générations précédentes, le village grossit rapidement pour atteindre près de 12 hectares vers 8500 ans. Près du lac Assad, sur la rive nord de l'Euphrate, les habitants de Muraybet construisent des maisons avec des piliers internes pour soutenir la charpente du toit, comme à Abu Huraira, mais intègrent aussi des pierres de meulage dans le sol de la demeure. Chaque maison contient plusieurs pièces, généralement mi-souterraines, quoique certaines soient surélevées. Ces maisons sont ensuite interreliées entre elles par une architecture complexe. Comme partout ailleurs, les nouvelles maisons seront construites sur les ruines des anciennes maisons pendant plusieurs millénaires, surélevant le village sur un vaste monticule de débris. Maintenant, que conclure des cornes et des crânes de taureaux dans les murs ou sous les planchers de certaines demeures, ou encore des nombreuses petites statuettes de femmes en pierre ou en terre cuite? Les habitants de Muraybet fabriquent la même panoplie d'outils qu'ailleurs. Et même s'ils ont plus souvent recours à la terre cuite pour faire autre chose que des briques, comme par exemple pour faire des bols, ils ne mélangent pas encore leur terre. En passant, lorsqu'on ajoute de la matière broyée à de la terre, comme par exemple des os, de la roche ou des coquillages, celle-ci sert à empêcher la terre d'éclater lors de la cuisson. Mais pour le moment, la poterie n'existe pas encore. Près de Muraybet, dans le village de Djefer el-Ahmar, on retrouve des maisons rondes comme celle de Jéricho, mais aussi une sorte d'entrepôt commun divisé en 6 pièces. Était-ce dans le but de partager? L'entrepôt était-il géré par une personne attitrée? Les grains entreposés étaient-ils destinés à un usage religieux? Nous avons aussi retrouvé des figurines et des plaquettes avec des dessins d'oiseaux de proie, de serpents et d'insectes associés à des symboles abstraits. Bon, la signification de ces objets nous échappe totalement. À la fin de son occupation, les maisons du village sont brûlées et le toit de l'entrepôt se serait même effondré sur un individu dont la tête est manquante. Non loin de l'entrepôt, 3 crânes auraient été brûlés dans un feu, avant d'être finalement recouverts par de petites roches. Les habitants de Djefer el-Ahmar se sont-ils fait attaquer? Nous n'en savons pas plus sur la fin mystérieuse de ce village. Peu après 9600 ans, le site de Göbekli Tepe semble devenir une sorte de centre spirituel. Des groupes à 100 km à la ronde venaient s'y rencontrer 2 fois par année. Ils ne construisent aucune maison, ne cultivent pas la terre, et nous croyons que les occupants dépendaient entièrement des plantes sauvages et de chasse autour du site. En revanche, ils ont creusé une grande structure circulaire dans la colline. Le long des murs, on retrouve 8 piliers sculptés en forme de T, chacun mesurant plus de 2 mètres de haut et pesant environ 7 tonnes. Un des piliers ressemble à un bras. D'autres piliers ressemblent à des torses. Cela dit, on n'y retrouve aucune figurine de déesse mère. Les symboles utilisés à Göbekli Tepe sont les mêmes qu'à Djefer el-Ahmar, situé à 100 km de distance. Sauf que les symboles de Göbekli Tepe n'ont rien à voir avec la fertilité, car les animaux représentés semblent surtout être des mâles d'espèces dangereuses. Notons aussi que les seuls outils dont ils disposaient pour tailler la pierre étaient des outils de pierre ou de bois, et que la carrière, située à 100 mètres du site, contient encore un pilier inachevé mesurant près de 7 mètres, encore relié à la falaise, et dont le poids aurait atteint 50 tonnes. Cet étrange immeuble, ainsi que 4 autres immeubles similaires à proximité, ont finalement été enterrés intentionnellement lorsque le site fut abandonné. Passons maintenant à l'Europe. En Europe, les peuples évoluent plus rapidement qu'à l'âge de pierre ancien, mais à cause de leur retard technologique par rapport à l'Asie de l'Ouest, les spécialistes parlent ici d'un mésolithique, donc l'âge de pierre du milieu, qui débute avec l'Holocène, vers 9600 ans. Il faudra ensuite attendre l'arrivée des premiers fermiers pour parler d'un début de néolithique frileux, qui restera longtemps limité au sud du continent. L'Angleterre est alors encore reliée au continent européen,
Des groupes de chasseurs dont le mode de vie reste proche de celui de leurs ancêtres du Paléolithique, donc l'âge de pierre ancien, viennent y passer l'été. Nous avons retrouvé des harpons aux formes exotiques, faits de bois animal, donc de cervidés, et même des masques de cerf, possiblement portés lors de rituels ou lors de sortes de danses de la chasse. Leurs tombes restent très sommaires, mais ils suivent un peu l'air du temps car ils ne font plus de peinture sur les murs de grottes. L'Angleterre contiendra peu d'arbres, soit quelques bouleaux, pins et petits saules jusqu'autour de 8500 ans, lorsqu'apparaissent alors quelques noisetiers. Vers 8000 ans, les forêts boisées d'arbres mixtes des climats plus chauds, comme les chênes et les tilleuls, progressent peu à peu le long de la côte ouest de la France jusqu'en Angleterre. Restés longtemps fidèles à leurs épieux à pointe de pierre, la stratégie de chasse des populations européennes consista essentiellement à embusquer de vastes troupeaux tout au long de l'ère glaciaire. En fait, ils deviennent si efficaces que lorsque des groupes convergent pour leur chasse saisonnière, la chasse collective se transforme en véritable massacre, anéantissant probablement des troupeaux entiers. Les mammouths et les cerfs géants disparaissent du paysage, pendant que les rennes et les wapitis se réfugient au nord ou dans les montagnes. Peu à peu, les régions boisées de l'Holocène vont attirer les cerfs des climats plus chauds qui, eux, ne se déplacent pas en troupeau. Les chasseurs doivent alors remplacer la force brute de leurs épieux pour traquer des proies solitaires à l'aide d'arcs et de flèches. Les carnages des chasses collectives biannuelles n'existeront plus que dans la mémoire des hommes, alors que la nature et les symboles humains prennent une nouvelle signification. Malgré leur retard par rapport à l'Asie de l'Ouest, les outils européens se miniaturisent, se diversifient et se spécialisent à leur tour afin de mieux exploiter la multitude de ressources. On y fabrique des cages pour attraper des anguilles, des filets de pêche, des clôtures pour faire dévier les poissons dans leurs trappes, etc. Et même si les techniques paraissent parfois maladroites, les Européens manifestent clairement un intérêt pour leur art. N'oublions pas que pour les archéologues, les traces de chasse sont plus faciles à trouver que celles des plantes récoltées, et que les populations de cette époque eurent soudainement accès à toutes sortes de nouvelles possibilités de plantes, de légumineuses, de noix, de fruits, de graines, de racines et de tubercules. Le début de l'Holocène marque la fin d'une très longue tradition artistique, sans doute la plus longue. C'est la fin des peintures sur les murs de grottes. Ces peintures ont procuré des réponses ancestrales toutes faites aux problèmes de chasse et de société, probablement accompagnées de rites et d'histoires mythologiques avec une dimension spirituelle pour les sociétés de partage et de coopération de l'âge de pierre. Plus de 20 millénaires de traditions européennes, donc plus de 800 générations, sont finalement devenues anachroniques, ne cadrant plus avec une réalité qui a changé trop rapidement. N'en voyant plus la nécessité, l'humanité laissa tomber les chefs-d'œuvre de l'ère glaciaire pratiquement du jour au lendemain, c'est-à-dire jusqu'à leur découverte récente 12 millénaires plus tard. Ces points de rencontre, pour les mariages, l'échange d'objets, le partage de techniques, d'informations, d'histoires, sont tous abandonnés pour d'autres sites. La grotte du Mas d'Asile, célèbre pour ses sculptures, fut une sorte de super site tout au long de l'ère glaciaire. L'entrée était divisée en deux par une rivière, et les traces d'occupation se limitent d'abord à un côté de la rivière, donc jusqu'autour de 9000 ans, après quoi les hommes s'installent sur l'autre rive. Ils se mettent alors à fabriquer des sortes de billes colorées, qu'ils décorent de petits symboles mystérieux, dont la signification nous échappe. Certains chercheurs croient que les billes pourraient représenter des phases lunaires. De son côté, la caverne Altamira, sorte de chapelle Sixtine de la préhistoire, sera tout simplement abandonnée. Les traces découvertes à la caverne La Riera démontrent que les occupants ont chassé des troupeaux par embuscade et mangeaient peu de poissons vers 15 000 ans. Puis, les traces datant de 10 000 ans indiquent qu'ils chassent à l'arc et mangent beaucoup plus de poissons, signe que la fonte des glaciers avait déjà fait monter le niveau de la mer. La caverne de La Riera sera fréquentée jusqu'à ce que l'accumulation de débris finisse par boucher l'entrée complètement autour de 5500 ans. Lors du refroidissement vers 10 800 ans, la mer de la Baltique n'était encore qu'un petit lac qui avait tendance à s'assécher. À la fin de l'ère glaciaire, un mur de glace de 25 mètres de profondeur empêchait l'eau de communiquer avec la mer du Nord, pendant que la Baltique se fit alimenter par la fonte des vastes glaciers européens. Peu à peu, les arbres stabilisent le terrain et les populations du Mésolithique se mettent à peupler la région. Le poids de l'énorme glacier au nord de l'Europe avait fait pencher la plaque tectonique, en abaissant le nord dans l'eau, donc en faisant remonter le sud par un effet de balancier.
Conséquemment, lorsque le glacier se mit à fondre, le nord de l'Europe se mit à remonter et le sud s'enfonça à nouveau dans la mer Méditerranée. Jusqu'autour de 9300 ans, pendant 25 générations, les peuplades du Nord ont pu voir la côte s'éloigner de leur site à un rythme de 10 mètres par siècle, c'est-à-dire un changement visible pendant une vie humaine. Ailleurs, le cours de certaines rivières sont altérés, entraînant l'assèchement de certains lacs un peu partout. Au sud, les changements sont beaucoup plus catastrophiques pour l'homme, puisque l'espace habitable diminue. À chaque génération, la mer avance d'environ 3 mètres, entraînant bien sûr des inondations à plusieurs endroits. Parlons maintenant rapidement des autres continents. En Amérique du Nord, la disparition des mammouths et des autres grands mammifères ont poussé les hommes à modifier leur mode de vie. Puis, le changement climatique, qui semble assécher l'intérieur du continent vers 7000 ans, les force à s'adapter une fois de plus. Les populations d'Amérique du Sud commencent à utiliser des arcs vers 6500 ans. Sans l'aide des populations asiatiques, ils inventent la céramique entre 6000 et 4500 ans. Après quoi, il faut attendre quelques millénaires pour que l'idée se propage à l'Amérique centrale. Les ancêtres des alpacas et des lamas auraient été domestiqués avant les plantes. Donc ici, l'agriculture semble plus avoir été inventée dans le but de nourrir les animaux domestiques, tandis qu'en Asie de l'Ouest, les auteurs affirment depuis très longtemps que c'est l'agriculture qui permit l'élevage d'animaux domestiques. La première plante domestiquée en Amérique pourrait être le quinoa, consommé par les lamas et les alpacas. La deuxième plante domestiquée est probablement la pomme de terre. D'autres plantes, comme les fèves, les courges, le maïs, le manioc, et d'autres animaux, comme les cochons d'Inde, seront domestiqués à leur tour. Certains aimeraient voir des liens entre les populations américaines et asiatiques pour expliquer les premières domestications d'espèces. Pourtant, aucune plante cultivée ni aucun animal élevé sur les continents de l'Ancien Monde n'existe en Amérique. Et nous croyons actuellement qu'il s'agit bel et bien d'innovations locales indépendantes du reste du monde. Certains sites prospères d'Amérique du Sud indiquent des sociétés très complexes, même si dans l'ensemble, ce continent est moins dynamique que l'Asie de l'Ouest. Nous devons maintenant nous éloigner de l'Amérique pendant plusieurs millénaires, c'est-à-dire jusqu'à l'émergence de la première grande civilisation américaine, les Olmecs. Dans le reste du monde, les populations continuent à innover, bien que leur rythme soit plus lent qu'en Asie de l'Ouest. L'Afrique de cette époque ne présente que des traces sporadiques mal datées, mais il est fort probable que les peuples du Soudan ou en marge du Sahara aient aussi participé à la domestication de plantes et d'animaux. Ils ont les mêmes connaissances techniques que leurs voisins asiatiques, et les contraintes de leur environnement les poussent certainement à cultiver des plantes et à s'occuper de petits troupeaux. Sauf que la pauvreté du sol, qui n'est pas auto-fertilisant comme celui du croissant fertile, les empêche de se sédentariser. Sans doute ont-ils inventé certaines astuces ou stratégies, et même commencé la domestication de certaines espèces locales que d'autres peuplades finiront de domestiquer plus tard. Sur le continent australien, confronté à un environnement hostile parsemé d'araignées et de serpents venimeux, l'homme adopte une sorte d'agriculture par le feu, où il brûle de grandes régions de forêts denses pour créer de vastes plaines herbeuses ouvertes qui attirent en retour du gibier facile à attraper et mieux adapté à leurs besoins. Certains chercheurs croient que les premières générations à occuper le territoire australien auraient complètement changé l'écologie de grandes parties de l'Australie en quelques millénaires, et cela à force de brûler la végétation existante. Mais avant de blâmer les nomades pour la désertification de grandes parties de la Terre, notons que les fermiers aussi ont recours au feu pour ouvrir des terres occupées par de vastes forêts. Les cendres des arbres brûlés fertilisent le sol, notamment avec de l'azote, et le rendent artificiellement très fertile pour quelques années, donc pour 1 à 2 ans. Avant de développer la technique des terres en jachère ou d'enrichir le sol avec des excréments d'animaux, les hommes vivant sur des terres moins fertiles doivent périodiquement abandonner leur village pour défricher d'autres terres à chaque fois qu'ils épuisent le sol, donc à tous les 4 ou 5 ans. Cette contrainte pour les fermiers a du moins le bénéfice d'avoir forcé les populations à se déplacer à la recherche de terres fertiles, donc de répandre les idées d'agriculture, de filage, de tissage, et répandront bientôt les techniques de céramique, de métallurgie, d'architecture mégalithique, et ainsi de suite. Revenons maintenant en Asie de l'Ouest pour les débuts du pré-céramique B.
la fertilité des terres du croissant fertile, en marge des tropiques, a permis l'apparition de plusieurs villages où l'on cultive plus sérieusement les plantes et où les populations s'inventent rapidement de nouveaux symboles, par les peintures, les sculptures, des masques, l'artisanat. La fertilité des plaines alluviales y est assurée par les crues qui débordent des rivières et déposent du limon chaque année et empêchent ainsi le sol de s'épuiser. Si nous ne retrouvons pratiquement que des maisons circulaires avant 9000 ans, à partir de cette date, les villageois semblent opter pour des maisons rectangulaires. Avec les maisons rectangulaires apparaissent aussi les premières maisons à 2 étages. Les villages de 8500 ans s'éloignent un peu des rivières et deviennent moins intégrés à la nature. L'usage des murs protecteurs en pierre devient plus fréquent, certains pouvant mesurer 1 demi-mètre d'épaisseur. Leurs maisons rectangulaires mesurent environ 10 mètres de long par 5 mètres de large. Les murs sont en pierre, les planchers en plâtre et le tout repose sur des terrasses aménagées. Le plâtre sert notamment à boucher les trous et à faire des joints entre les murs et le plancher. À l'intérieur, les couches de plâtre sont souvent polies puis peintes en rouge, alors que les couches extérieures sont laissées blanches. Les foyers sont généralement placés au centre d'une pièce principale. Malgré un taux encore élevé de mortalité infantile, la population augmente. Les villages se multiplient, deviennent mieux organisés et le mode de vie des cultivateurs sédentaires se répand peu à peu en Asie occidentale. Certains villages entreprennent alors des travaux de plus grande envergure, comme par exemple la construction de grands fours à chaud pour préparer le plâtre. Cette nouvelle organisation laisse croire, sans preuve, en l'existence de chefs ou de conseils, qui seraient donc capables de coordonner de telles initiatives collectives. En vérité, nous ne saurons presque rien sur l'organisation sociale de ces communautés avant l'apparition de l'écriture. À Jéricho, Tel Aswad, Abu Huraira et dans quelques autres villages de la région, le lin sauvage est maintenant en voie d'être domestiqué. Avant la domestication des plantes, les vêtements étaient presque tous en peau et en fourrure. Nous savons que le lin sert très tôt aux premières expériences avec les fibres et que certains fermiers d'Asie occidentale commencent à fabriquer des vêtements en fibres autour de cette époque. Sauf que les fibres végétales se décomposent rapidement. Nous avons très peu de traces de vêtements datant de ces époques lointaines. Et les rares échantillons parvenus jusqu'à aujourd'hui sont loin de nous donner une idée de leur style vestimentaire. Il est tout de même raisonnable d'imaginer que la préparation de vêtements devait occuper une grande place dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en plus de s'occuper de la culture des plantes autour du village, ils devaient passer de longues heures à tanner, filer, tisser, tricoter, tresser et ainsi de suite. Les premiers vêtements en tissu ont donc une origine chez les premiers cultivateurs du néolithique. Et ces vêtements seront de plus en plus fréquents au fil du temps. Mais il y a fort à parier que dans les débuts, les premiers vêtements en fibre n'étaient destinés qu'à certains individus privilégiés. Peut-être même ne servaient-ils que pour des occasions spéciales, comme par exemple des cérémonies religieuses. Même si peu de plantes sont encore domestiquées à cette époque, les cultivateurs développent de nombreuses techniques leur permettant d'accumuler des surplus de nourriture et de créer des conditions favorables à l'élevage d'animaux. Le premier animal domestiqué fut incontestablement le chien, mais ce dernier ne fut pas domestiqué pour être mangé. L'homme le considère plutôt comme son meilleur ami. Par contre, le long passé de chasseurs de nos ancêtres leur a permis d'apprendre à connaître intimement les animaux vivant sur leur territoire. Ils reconnaissent probablement plusieurs bêtes de visu. Il y a longtemps que l'homme s'occupe d'autres animaux, ne serait-ce que pour les manger plus tard. Nous ne savons ni où, ni comment, ni quand le processus de domestication s'est véritablement enclenché. Mais il est certain qu'avec le retour des conditions difficiles du Drias, ces hommes spécialisés dans la chasse de troupeaux ont tenté de gérer certains troupeaux pour s'assurer d'une source constante de nourriture. Certaines populations ont même tenté de ne chasser que les grands cerfs mâles, donc dans le but d'en chasser le moins possible et de permettre aux femelles de se reproduire en paix. Quoique cette stratégie se retourna vite contre eux en engendrant des générations de cerfs plus petits. Les premiers animaux domestiqués après le chien sont les chèvres et les moutons, pourtant peu chassés comparés aux gazelles. Les chèvres et les moutons ont l'avantage d'être territoriaux, donc de ne pas s'éloigner trop loin. Mais surtout, ils vivent en troupeaux très hiérarchisés et perçoivent l'homme comme leur chef. Il est possible qu'à force de s'occuper et de défendre ces troupeaux, ait germé l'idée de contrôler les mouvements de quelques individus clés pour diriger le troupeau vers des pâturages,
ou pour les éloigner du territoire d'un prédateur. À cause de la rareté des sources d'eau potable au cours du Drias récent, les troupeaux devaient occuper des territoires plus restreints et la solution devait s'imposer comme allant de soi en devenant vite profitable pour ceux qui l'adoptèrent. Nous pouvons aussi imaginer de jeunes animaux apprivoisés, vivant en captivité jusqu'à l'âge adulte, dans de petits enclos construits à cette fin, ou encore attachés à un piquet par une corde. La sélection humaine favorisant les plus dociles, après un certain nombre de générations, émerge une espèce domestique, donc plus petite que leurs ancêtres sauvages. Il semble que certains villages d'Asie occidentale, tels Abu Huraira, se referment peu à peu sur eux-mêmes à partir de 8500 ans, donc en dépendant moins des nomades ou des ressources sauvages environnantes. C'est-à-dire qu'ils cessent de chasser les gazelles pour se concentrer sur l'élevage de chèvres et de moutons. La date approximative de la domestication des chèvres et des moutons se situe autour de 8000 ans, lorsqu'ils apparaissent sporadiquement dans quelques villages de l'Ouest asiatique. Cela dit, la domestication d'une espèce prend du temps, et le processus se serait fort probablement enclenché de pair avec la domestication des plantes, donc au cours du Drias récent. Lorsque le climat redevient clément et que se forment de nouveaux petits villages permanents, quelques groupes de chasseurs-cueilleurs auraient simplement continué à diriger leurs troupeaux. Et ce qui débuta comme une solution à court terme, en réaction aux sécheresses de la fin de l'ère glaciaire, devint une solution permanente pour l'humanité. Environ 5 siècles après leur domestication, vers 7500 ans, de nombreux villages de fermiers ont soit des chèvres, des moutons ou les deux. Nous retrouvons des chèvres domestiques en Iran occidental, en Palestine, donc de Jéricho à Beïda, et à Abu Huraira, dans la fourchette entre 7800 et 7300 ans. Les troupeaux sont généralement logés dans les cavernes ou dans des immeubles en pierre. Et ces animaux-ci semblent d'abord avoir été domestiqués pour leur viande. Ce n'est que par la suite que l'homme se mit à les exploiter pour le bas, pour le trait ou pour la laine. Nous devons maintenant attendre quelques siècles avant la domestication des porcs et des bovins, et près de 4 millénaires avant la domestication des chevaux. 2 millénaires après la domestication des premières céréales, donc le blé et l'orge, et quelques légumineuses, comme les fèves et les lentilles, les cultivateurs d'Asie occidentale domestiquent alors l'olivier, la vigne et la figue. Au néolithique pré-céramique B, les 500 habitants de Beïda cultivent les champs environnants et possèdent même un enclos à chèvres pour les protéger contre les léopards et les chacals qui rôdent autour du village. Ici, le nombre de grandes constructions nous porte à croire en l'existence d'une sorte de chef ou d'un conseil des sages, notamment en ce qui concerne un des grands immeubles qui aurait nécessité environ 2000 kg de chaux pour faire le plâtre et 9000 kg de bois pour chauffer le four. Cet immeuble est un trop gros effort pour une seule famille et ne semble pas avoir servi de maison. De plus, d'autres immeubles à proximité auraient vraisemblablement servi à engranger le grain. Un chef ou un conseil en supervisait-il la redistribution? Un de leurs murs de pierre aurait peut-être servi à protéger le village contre le sable envahissant emporté par le vent. Mais la présence d'autres murs érigés à l'intérieur du village semble plutôt destinée à limiter les déplacements des individus. Tout indique que les habitants n'avaient pas d'accès direct aux réserves. Il est possible que les surplus furent mis en commun afin d'être redistribués au début du village, soit à l'époque où les habitants du village travaillaient à l'extérieur à la vue de tous. Soulignons que, très rapidement, la taille de la population ne permettra plus à un seul individu de connaître tout le monde. Y avait-il déjà de la convoitise, de l'anxiété, de la méfiance? À la longue, les habitants auront tendance à s'isoler de plus en plus, c'est-à-dire jusqu'à la transition des maisons circulaires vers les maisons rectangulaires, où les surplus seront entreposés à même la demeure familiale. Leurs maisons rectangulaires auront parfois 2 étages. L'étage du bas est creusé en semi-sous-sol, et chaque pièce est destinée à une fonction spécifique, soit pour polir la pierre, pour préparer les vêtements, pour préparer la nourriture, pour dormir, pour entreposer la nourriture ou pour se divertir. Malheureusement, la source d'eau potable la plus proche est à 5 km et les habitants du village finissent par couper tous les arbres à proximité, rendant le sol instable. Mal situé, Beïda sera finalement abandonné autour de 7500 ans. Notons que ses habitants nous ont laissé des traces de tissus, encore très rares pour leur époque. Au 8e millénaire,
Près du désert du Negev, la population de Nahal Hemar avait accès aux sédiments de la mer Morte, dont la composition naturelle peut servir à imperméabiliser l'intérieur de leurs paniers tressés. Nous savons que les premières expériences de poterie eurent lieu au Japon, peut-être dès le 11e millénaire. Il faut ensuite attendre le 8e millénaire, au Levant, pour que le mode de vie des agriculteurs-éleveurs aux maisons rectangulaires se répande le long de la côte méditerranéenne jusqu'en Afrique et à l'intérieur de la Mésopotamie. Ils se mettent alors à utiliser de l'argile et non de la boue, donc nous pouvons enfin parler de poterie. L'invention de la poterie vient de pair avec la construction de fours et une plus grande maîtrise du feu, avant de se répandre rapidement vers l'Asie mineure à Chayonu après quelques siècles, puis vers Çatalhöyük et Ganj Dareh. Plus au nord, après une longue tradition d'exportation de roches obsidiennes, comme témoignent les sites Adigol et Hassan Dag, l'Asie mineure voit apparaître les premiers agriculteurs pré-céramiques dès le début du 8e millénaire. Sans doute originaires de Palestine, ils construisent quelques maisons en briques crues à Asikli-Hoyuk. Ils polissent leurs outils de pierre, mais n'ont pas encore d'économie de production, et pour le moment, les chiens sont leurs seuls animaux domestiques. Vers 7500 ans, les habitants de Khan Hassan cultivent du blé et de l'orge, tandis qu'à Hassilar, les habitants cultivent du blé, de l'orge et des lentilles. Notons ici que le climat varie grandement entre la basse vallée tropicale de Jéricho et les montagnes de Çatalhöyük, où l'on retrouve de la neige en hiver. Petite parenthèse ici pour parler du cas particulier de l'île de Chypre. À cause de leur isolement, les îles développent des faunes endémiques. Autrement dit, les animaux y évoluent différemment de ceux restés sur le continent. L'île de Chypre fut donc isolée pendant des millions d'années, où l'absence de prédateurs finit par engendrer des espèces naines d'hippopotames et d'éléphants. À cette époque, l'île ne contenait aucune chèvre, ni mouton, ni porc, ni cerf, ni humain. Et nous attribuons la disparition des hippopotames et des éléphants nains au changement climatique, puisque leur extinction semble précéder l'arrivée des premiers hommes, et qu'il n'y a aucune marque d'outils sur les eaux. L'île de Chypre, clairement visible à partir des rives continentales, dut longtemps susciter l'imaginaire des hommes préhistoriques. C'est possiblement en réaction au manque de ressources sur le continent, lors du retour aux conditions extrêmes de la toute fin de l'ère glaciaire, qu'ils tentent d'atteindre l'île par bateau. Les signes les plus anciens d'occupation temporaire sur l'île de Chypre datent d'environ 10 000 ans, c'est-à-dire lorsque les individus se seraient arrêtés dans la caverne Étokremnos pour manger des canards, des mollusques et des oiseaux, qu'ils ont fait cuire en brûlant des os d'hippopotame. Sans doute découragés par le manque de ressources sur l'île, ils n'y reviennent plus pendant près de 2 millénaires. Les premières populations à s'installer sur l'île de Chypre de manière permanente arrivent au cours du néolithique pré-céramique B. La présence d'obsidiennes provenant de la Turquie nous laisse croire qu'ils pourraient être originaires de Turquie, ou du moins qu'ils entretenaient de proches relations avec eux. Mais le style architectural des maisons ressemble aux maisons du Levant quelques siècles auparavant, c'est-à-dire qu'ils construisent des maisons rondes comme celles du Levant au pré-céramique A, alors que cette mode est dépassée depuis plusieurs siècles sur le continent. Les habitants de l'île vont s'entêter à construire leurs petites maisons circulaires en briques crues, toutes plâtrées, même jusqu'au 6e millénaire, alors que les villages sur le continent auront presque tous des maisons à 2 étages. Étaient-ils en retard à cause de leur isolement? Était-ce un trait culturel dont ils étaient fiers? Nous n'en savons rien. Toutes régions confondues, nous ne savons pratiquement rien non plus sur les bateaux de cette époque. Malgré les indices nous laissant croire que certaines peuplades savent peut-être déjà faire des bateaux à voile, ou que certains attachent 2 embarcations par des billots pour mieux les stabiliser. Il semble tout de même justifié de souligner ici la détermination de ces marins préhistoriques à vouloir transporter des chèvres, des moutons et même des bœufs dans leurs petites embarcations précaires jusqu'à l'île de Chypre. Parfois, ils apportent des animaux qu'ils remettent en liberté pour pouvoir les chasser plus tard. Dans la plupart des villages du pré-céramique B, comme Miloutka, Chilourokambos, Tenta et Kirokitia, nous retrouvons des enclos, mais aussi les plus anciens puits connus. Ces derniers sont situés à une centaine de mètres des maisons, ont près d'une dizaine de mètres de profondeur, sont entourés d'une petite clôture et sont munis d'entailles dans la paroi pour monter et descendre. Lorsqu'ils ne servent plus, les puits sont alors remplis de débris, comme des artefacts, des éclats et des vieux outils. Le plus gros site de l'île, Kirokitia, couvrant tout le côté d'une colline, semble opérer sans autorité, car nous n'avons trouvé aucun immeuble public.
Chaque famille devait donc gérer ses propres ressources, avec toutes les tensions sociales que cela comporte lorsque les temps deviennent difficiles. Ils finissent par avoir des problèmes d'organisation urbaine. Et les gens se retrouvent cordés les uns avec les autres dans une multitude de pâtés de maisons trop rapprochés, chacun entourant de petites cours intérieures remplies de débris. Cet arrangement, convenable pour une cinquantaine d'habitants, est vite devenu malcommode pour les 500 habitants de Kirokitia qui vivent littéralement entourés de poubelles. En guise de résumé, en comparaison avec le Paléolithique, les populations du Néolithique semblent évoluer considérablement plus vite. Mais puisque ces époques précèdent l'invention de l'écriture, nous manquons encore d'informations pour vraiment connaître leur vie quotidienne ou la portée réelle de leur culture. Répétons à nouveau qu'un simple millénaire représente une très longue période concernant plusieurs dizaines de générations, dont les dernières ignorent à peu près tout des premières. Somme toute, les innovations sont encore lentes, résultant d'un long apprentissage et d'un raffinement des techniques précédentes, avant d'être diffusées plus ou moins rapidement par la suite aux populations voisines, qui les adoptent ou s'en inspirent pour innover à leur tour. N'oublions pas non plus que certaines solutions ont pu être développées à plusieurs endroits ou à des époques différentes, comme la poterie, inventée au Japon autour de 11 000 ans, ensuite réinventée soit en Afrique ou en Asie occidentale pendant le 8e millénaire, ou encore l'Amérique, qui domestique des animaux et des plantes et invente la poterie sans l'aide des populations asiatiques quelques millénaires plus tard. Nous pourrions poser les mêmes questions sans réponse pour chaque peuple du monde. De quoi ont-ils l'air? Comment vivent-ils? Sont-ils en contact fréquent avec d'autres peuples? Voyagent-ils loin? Replantent-ils leurs graines? Et ainsi de suite. Plutôt que répéter les mêmes choses au sujet de tel ou tel peuple nomade à travers le monde, nous nous attardons aux fermiers d'Asie occidentale et sur leur expansion autour de la Méditerranée. Cela dit, même en réduisant notre portée, nous avons peu de choses à ajouter au récit en ce qui concerne les chasseurs-cueilleurs du pourtour méditerranéen au tout début du Néolithique. Les îles de la mer Méditerranée furent visitées plusieurs centaines de milliers d'années avant le Néolithique, donc par des chasseurs téméraires qui auraient exterminé les cerfs mégacéros de Sardaigne et de Corse. Vers la fin de l'ère glaciaire, la pénurie engendrée par la sécheresse de 10 800 à 9 600 ans aurait possiblement poussé les hommes à visiter la plupart des îles près des côtes. Malheureusement pour eux, dans l'ensemble, les petites îles de la Méditerranée offrent peu de ressources. Contrairement aux animaux de l'île de Chypre, la disparition de la faune d'éléphants et d'hippopotames nains sur l'île de Mélos, dans les Cyclades, aurait été causée par des chasseurs ayant visité l'île autour de 11 000 ans. En Sicile et sur l'île de Malte, d'autres visiteurs seraient arrivés vers 8 500 ans, et ils reviennent régulièrement jusqu'aux traces d'occupation permanente qui apparaissent au cours du 8e millénaire sur les deux îles. En Sardaigne et en Corse, au 8e et 7e millénaire, le gibier reste de taille très modeste. Puis, au 6e millénaire, les hommes importent la faune qui existe encore aujourd'hui. Donc, les cerfs, les mouflons, les lièvres, les lapins, les renards, les chats sauvages, les loirs, les rats, les souris, les campagnols et quelques autres. Les idées menant vers l'herminette, l'irrigation, l'arère, l'attelage et la roue sont en gestation, tributaires du mode de vie des fermiers qui se propage en Asie occidentale. Tout au long du Néolithique, l'homme apprend de plus en plus à maîtriser son environnement. Les constructions prennent plus d'ampleur et l'on voit apparaître les premiers signes de planification urbaine. Depuis les premières expériences de fabrication d'outils de pierre, les roches obsidiennes, faciles à tailler, sont devenues des matériaux prisés. La rareté de l'obsidienne obligea les hommes à faire de longs voyages vers quelques sites connus, comme en Cappadoce, ce qui permet à nos archéologues actuels d'analyser les pièces fabriquées et d'associer chaque minerai à sa source. Ainsi, nous retrouvons des outils, comme des pointes de javelot, des flèches, des poignards et même des miroirs. Donc, nous retrouvons des outils à des centaines de kilomètres de leur source, comme par exemple l'obsidienne de Mélos retrouvée dans la grotte de Francti, au Péloponnèse, daterait du 11e millénaire, impliquant clairement que les techniques de navigation précèdent le Néolithique et que ces marins savaient ce qu'ils faisaient.